Depuis un peu moins d'un mois, on est entré dans une nouvelle ère. Alors le monde que l'on connaissait avant l'entrée des Russes en Ukraine est à mon sens définitivement mort. Du moins, on entre dans une nouvelle expérience, on entre dans un nouveau paradigme, puisque l'hégémonie américaine sur le monde, c'est-à-dire le monde que l'on a connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est à mon sens en train de prendre fin. Nos élites occidentales se tirent une balle dans le pied, voire pour certains une balle dans la tête, en même temps que les sanctions qu'ils veulent imposer à la Russie. Alors évidemment, toute propagande mise à part, nous, à notre niveau, on n'est pas là pour, entre guillemets, prendre parti pour l'un ou pour l'autre. On a bien compris que tout ça, c'était toujours une manipulation des élites. Vous mettez un petit bulletin de vote dans une urne et puis derrière, c'est pas vous qui prenez les décisions importantes. On n'a que, finalement, l'illusion de la démocratie dans nos pays occidentaux, qui décide de la guerre, qui décide de commencer la guerre, et puis surtout comment on la finit, cette fameuse guerre, parce que c'est toujours facile d'enclencher les hostilités, par contre on sait jamais comment ça se termine, déjà, et puis comment on peut finir la gabegie qui va être enclenchée par tout ça. Alors évidemment, aujourd'hui on assiste à tout simplement un nouveau monde qui est mis en place. On a la Russie qui est condamnée par tous les pays occidentaux, et puis on veut nous faire croire que le monde entier est derrière nous, derrière les Américains, derrière les promoteurs de la démocratie, avec ce fameux Democracy World Tour qui a été inauguré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui s'est soldé évidemment par les réussites qu'on connaît, que ce soit en Afghanistan, en Libye, en Syrie, en Irak, et en terre européenne, en Serbie. Nos amis serbes se souviennent encore évidemment de ces interventions qui étaient censées leur apporter la démocratie et le vivre ensemble. On a vu le résultat. Alors, bref, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, on a deux mondes qui se fracturent. On a un rideau de fer à nouveau qui commence à se dresser entre d'une part les pays occidentaux et d'autre part l'Eurasie, tout simplement. Parce que effectivement, quand on regarde une carte et qu'on fait le bilan de tout ça, eh bien la Russie est loin, très loin d'être isolée du monde. Alors ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais si on regarde le monde occidental, grosso modo, on va avoir l'Europe et puis les Américains. Ça va représenter 600 millions, 700 millions de personnes. On rajoute le Canada, on rajoute quelques-uns comme ça. Allez, à la louche, 1 milliard de personnes. Et je pense qu'on en est loin. Quand on regarde de l'autre côté, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez des pays d'Amérique latine, vous avez évidemment des pays africains, du Proche-Orient, également, on va dire, le reste du monde. Donc on a 5 milliards de gugus de l'autre côté. Moi, j'appelle pas ça être isolé. Vous avez l'Inde, vous avez le Pakistan. Il y a quand même évidemment de grosses pointures dans l'équation. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tout simplement, on a déclaré, le monde occidental a déclaré la guerre, la troisième guerre mondiale, tout simplement, et bien au reste du monde, grosso modo c'est ça, avec d'un côté des élites mondialisées qui, mues par leur hubris et leur volonté de modifier profondément nos sociétés, on l'a vu déjà avec la crise du Coco Circus, ont une vision un peu communiste du truc, parce que, comprenez, on est en fin de cycle, ça se pète la gueule, très clairement, et il faut faire quelque chose, parce que sinon ça tangue, et dans ces cas-là, les tables ont tendance à tourner, puis ont un petit risque quand même de se faire piquer le pouvoir. Donc évidemment, on est dans des cycles d'effondrement classiques, qu'on a déjà connus dans l'histoire. Vous remontez dans les années 30, on avait exactement la même chose. Eh bien tout ça se caractérise par différents signaux d'alerte au sein des pays concernés. Évidemment des gaps de richesse incroyables, des mouvements sociaux qui sont pareils, qui peuvent être très violents. On a vu par exemple les gilets jaunes chez nous. Avant il y avait les bonnets rouges. Et puis après, dans les années 30, ça a donné les chemises brunes. Voilà, donc ça fait partie des cycles. Et puis en général, évidemment, quand on a ce genre de fin de cycle, eh bien on a un empire qui est en train de s'effondrer et qui veut conserver sa place et son hégémonie. Et en face, on a un empire qui est en train de monter et qui va forcément prendre sa place. Tel va le monde avec les cycles et la loi des cycles, tout simplement. Alors donc une bonne guerre derrière, eh bien c'est des choses qui sont de l'ordre du courant dans ces cas-là. On a vu effectivement dans les années 30 comment ça s'est fini. Un petit moustachu énervé est arrivé en Europe, et puis on a eu la Seconde Guerre mondiale à la fin, à l'issue de cette Seconde Guerre mondiale, un nouvel ordre s'est mis en place, l'ordre occidental, avec l'hégémonie de l'Empire américain, voilà, qu'on a connu jusqu'aujourd'hui. Et puis là, il semblerait que on ait une lutte
on va dire, une lutte à mort, évidemment, pour la survie de cet empire qui est vraiment déjà en train de pourrir de l'intérieur. Mais enfin, quand on regarde nos pays de l'Ouest européen, c'est exactement la même chose. Hein. Plein de signes avant-coureurs nous le signalent. Et de l'autre côté, eh bien, on a une vision un peu plus traditionnelle, on va dire, de la civilisation et des peuples. Et tout ça s'affronte, évidemment. Alors, évidemment, il y a des sanctions qui sont prises, des sanctions économiques, financières. On voit bien dans ces cas-là que nos pays démocratiques, eh bien, s'assoient allègrement sur les principes de propriété individuelle, voire de liberté d'expression ou de liberté tout court, malgré tout ce qui est dit. Hein, regardez ce qui est fait. Il y a des avocats qui se retrouvent en garde à vue parce que bon, ils disent des choses qu'il faut pas trop, on doit pas trop entendre. Il y a effectivement des menaces qui sont opérées un peu partout. Il y a des assets privés qui sont saisis, tout simplement au motif de la citoyenneté personnelle, qui est pas la bonne. Hein. Si vous êtes russe, bah, c'est pas bon en ce moment. Voilà. Alors, si vous êtes oligarque, c'est sûr, mais peut-être aussi, évidemment, les autres citoyens de niveau inférieur. Hein. Bon, voilà, on est tous concernés. Donc c'est le bordel, tout simplement. Et cette lutte, eh bien, elle s'opère aussi au détriment, évidemment, des pays occidentaux qui, en faisant ce genre d'action et en prenant, évidemment, des mesures contre la Russie, bah, se tirent évidemment une balle dans le pied, voire pour certains, une balle dans la tête. Hein. Si vous avez toutes vos importations de pétrole qui viennent de la Russie, si vous prenez soi-disant des sanctions contre les Russes, bah vous tirez une balle dans la tête directement. Hein. Du côté américain, ils ont quand même une certaine autosuffisance en pétrole, donc eux ça va. Bon, je pense qu'en Europe, si on se coupe du gaz russe, ça va être compliqué de faire tourner les usines allemandes. Hein. Voilà. Alors évidemment, quand on observe un petit peu tout ça, on a une disruption qui commence à se mettre en place. On a le monde évidemment occidental d'un côté et le monde eurasiatique de l'autre. Alors quand on regarde, c'est quoi? Bah ouais, à tout casser un milliard de bonhommes du côté occidental, et puis de l'autre côté, quasiment 5 milliards. Voilà. Alors maintenant, quand on regarde les armées, c'est intéressant, c'est la même chose. On va regarder du côté russe, on a plus d'1 million de personnes qui sont mobilisables, je crois 850 000 qui sont d'entrée de jeu opérationnels, plus les autres, 250 000 il me semble, c'est les chiffres qu'on peut trouver sur internet, qui sont prêts à partir avec leur petit sac. Et puis les équipements adaptés, parce qu'évidemment, il y a encore une armée là-bas qui tient la route. Du côté américain, bah, évidemment, il faut inclure alors l'armée européenne, bah, c'est l'armée française, voilà, c'est vite vu. Et puis, on va aller englober l'OTAN là-dedans. L'OTAN peut aligner 1,5 million de bonhommes, peut-être un peu moins, 1,3 million. Voilà, et dedans, tout ne se vaut pas. Hein. Je veux dire, la principale armée en Europe, ou aux portes de l'Europe, eh bien, ça va être l'armée turque, qui fait 440 000 bonhommes. Quand on regarde l'armée bulgare, par exemple, voilà, c'est vite vu, quoi. 35, 40 000, je crois, max. Il doit y avoir 3 Indes qui fonctionnent. C'est vite plié l'histoire. Hein. Donc, grosso modo, quand on regarde les armées, on se rend compte que l'armée française, évidemment, doit accumuler à 300 000, je crois, mais au final, du bout, de façon opérationnelle, ça va être un stade de France. Et puis, quand on regarde l'armée ukrainienne, c'est pas une petite armée, ça fait quand même 300 ou 400 000 hommes. Hein. Donc, c'est voilà l'armée qui se bat aujourd'hui en Ukraine, sur le sol ukrainien contre l'armée russe. C'est pas une toute petite armée, c'est pas un tout petit pays de rien du tout qui a entre guillemets qui aurait besoin d'aide. Hein. Je veux dire, si on met l'armée française à côté, voilà. Alors nous, la différence, c'est qu'effectivement, en France, il y a l'arme nucléaire. Voilà. Alors de ce point de vue-là, imaginez un conflit qui dégénère d'un point de vue militaire et puis qui aille quand on entre en guerre, on sait pas jusqu'où ça va. Donc, à mon sens, en Europe, ça serait la première des choses à faire. Enfin, moi, si j'étais Vladimir Poutine, effectivement, j'attaquerais direct la France. Hein. Des petits pays périphériques, je fais juste que passer. Les mecs, ils vont ouvrir les portes à la rigueur, ils peuvent rien faire. Par contre, le vrai risque viendrait évidemment de la France. Donc, qu'est-ce que vous faites en tant que stratège de guerre? C'est là où vous tapez direct. Voilà. Juste pour dire en passant que quand on est sur le territoire français aujourd'hui, je pense que c'est pas super sécure. Voilà. Et que effectivement, quand on est dans un petit pays comme la Bulgarie, par exemple, même si on est aux portes de la Russie, on est peut-être entre guillemets un peu plus tranquille. Il y a d'autres raisons aussi. Évidemment, il y a une ère d'influence russe qui est importante, etc., etc. Bref, c'est pas le sujet. Je voulais juste effectivement vous faire remarquer ça, c'est que on vote pour dans des démocraties pour des gens qui finalement ont le mandat de nous emmener là où ils veulent et évidemment de commencer une guerre qui sont incapables de terminer. C'est toujours comme ça, puisqu'une fois que la patate chaude elle est lancée en l'air,
eh bien, voilà, il faut laisser les autres essayer de la rattraper, puis la gérer comme ils peuvent. Ça a toujours été comme ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été la même chose. Les mecs qui sont lancés dans ce bordel sont pas les mêmes qui ont résolu le problème. Voilà. Alors, ça fait partie des cycles. C'est comme ça, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut y faire, nous, à notre niveau? Bah, c'est toujours la même chose. Je fais que la promotion de ça, moi, à la base, hein. Dans un premier temps, effectivement, prendre les bonnes informations pour savoir où on se place là-dedans. Plus vous arrêtez le plus vite possible de vous laisser hypnotiser, effectivement, par tout ce qu'on vous agite devant la face, que ce soit le coco circus, les morts de ceci, les morts de cela, les démocraties avec le camp du bien d'un côté et puis les méchants de l'autre, eh bien vous-même, vous êtes plus à même, à un moment donné, de prendre les bonnes mesures qui s'imposent pour vous et votre famille. Ensuite, la deuxième chose, c'est un énorme travail sur soi, qui n'est pas inutile, parce qu'il y a un travail physique, il y a un travail mental. Quand vous êtes calé physiquement, que vous êtes calé psychologiquement, eh bien, quand une prise se présente, vous allez un petit peu mieux, hein, vous êtes un petit peu plus à même, puisque vous êtes en confiance de pouvoir traiter le problème. Et puis derrière, il y a un positionnement spirituel à avoir aussi, parce que derrière, vous avez besoin d'une forme de sagesse. Savoir ce que vous êtes en mesure de changer, et savoir ce qui ne dépend pas de vous. Alors on peut disserter pendant des heures aujourd'hui, dire je suis d'accord avec l'un, avec l'autre, je suis pour, je suis contre, vive les Russes, vive Biden ou Macron. Je veux dire, ça n'a strictement aucun intérêt, à moins que vous ayez vos entrées auprès de ces personnalités et qu'ils vous laissent une petite place dans l'hélicoptère le jour où ça... when the shit hits the fan, comme disent les Américains, hein, vous êtes prêts à vous enfuir. Mais malheureusement, pour la majorité d'entre nous, c'est pas le cas. Donc la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est effectivement se détacher de ces biais. Hein. On fait pas partie des mêmes équipes. Voilà, l'équipe de foot, les bleus contre les rouges, c'est ridicule. Hein. Voilà, c'est des groupes d'intérêt dans lesquels vous n'avez pas vos entrées. Point barre. Et à partir de là, eh bien, effectivement, quand on est calé d'un point de vue spirituel, on se rend compte que, on n'est pas grand-chose là-dedans. On a des choses à faire, on a des choses à mettre en place à notre niveau. Maintenant, il faut pouvoir aussi s'en remettre à la providence parce qu'on ne peut pas tout gérer. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ça, c'est de voir que d'un côté, on a un empire qui est en décomposition. Hein, on a le vernis qui tient encore à peu près, mais c'est pourri de l'intérieur. On le voit bien, même dans les pays ouest européens. Tous les cadres sont vérolés et puis la société elle-même est fracturée, hein, fragmentée de tous côtés. Voilà, donc ça c'est évidemment une stratégie. Quand on divise pour mieux régner, eh bien c'est plus facile, mais effectivement on ne peut plus se reposer sur un socle sociétal costaud pour pouvoir avoir ces velléités de guerre à l'extérieur. Hein, c'est plus compliqué parce que il y a encore des mecs qui se font un peu bananer par tout ça. Le patriotisme et compagnie, mais là je pense que il y en a quand même une paire qui ont bien compris qu'on est en train de leur mettre la carotte, au moins depuis 2 ans, et que là c'est compliqué. Hein, à essayer de motiver les troupes auprès d'une certaine partie de la population pour aller essayer de botter les fesses des Russes en face, ça va être difficile à vendre, hein, il va falloir être bon en marketing. Voilà. Donc on a effectivement cette fracture qui s'opère. Hein, et puis de l'autre côté, on a un retour du réel, tout simplement. Alors effectivement, j'ai vu un article passer. Les trans en Ukraine qui se sauvent, eh bien, sont refoulés aux frontières. Bah ouais, parce que les gardes qui sont là, ils se disent, attendez, de 18 à 60 ans, on est censé défendre le pays quand on est un homme. Donc vous êtes quoi? Sur le passeport, c'est écrit homme. Bah vous retournez à Kiev, vous mettez un uniforme, vous prenez un flingue et puis vous y allez. Puis dans certains cas, ils n'arrivent pas à savoir ce que c'est. Une table, une chaise, un homme, une femme, donc ils tripotent un petit peu les mecs et puis ils disent bah ouais d'accord c'est écrit femme sur le passeport mais vous ressemblez quand même, vous ressemblez plus à un bonhomme donc du coup vous retournez à Kiev aussi. Donc ça crée des drames. Voilà, ça c'est le retour du réel. Hein. C'est-à-dire à un moment dans nos civilisations complètement perchées hors sol, on part dans des trucs. Hein, puis là on a un truc assez basique. L'épée est l'axe du monde, hein, toujours. Eh bien, il y en a un qui l'a dégainé, et puis va falloir traiter le problème maintenant. Hein. Alors de l'autre côté, c'est pareil, les sanctions, c'est assez drôle parce que vous avez effectivement d'un côté une monnaie qui est le dollar américain, qui est grosso modo de la dette, qui est adossée à un pays qui a plus de 130% d'endettement. Voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez une monnaie, le rouble, qui est grosso modo du gaz, du pétrole, de l'or, du nickel pour faire les batteries de nos amis mondialistes écolo-bobos là qui veulent des voitures électriques à 50 000 boules pour sauver la planète.
bah, s'il n'y a pas de batterie, ça marche pas bien. Voilà, donc c'est un petit peu le retour du réel. Donc effectivement, Poutine qui veut être payé en roubles pour ses matières premières, bon bah il suffit qu'il adosse sa monnaie à des matières premières et avec l'or, bah voilà, moi je donne pas cher à un moment donné d'un morceau de papier, même si c'est écrit dollar dessus. Voilà, donc on vit quand même des temps passionnants parce que l'Empire en général ne se laisse pas effondrer comme ça. Hein, il se battra dans un premier temps jusqu'au dernier Européen, comme disait Charles Gave, et puis il se battra quasiment jusqu'à la fin, jusqu'au dernier Américain qui tiendra debout encore, hein, parce que ces gens-là, évidemment, sont toujours prêts à faire la guerre quand c'est les autres qui y vont. Et puis, bah voilà, ça va être une lutte à mort. Alors j'espère que ça n'ira pas jusqu'au conflit, on va dire armé, avec le bouton rouge au milieu, parce que là on est un petit peu mal, hein, et je pense que personne ne sera à l'abri dans ces cas-là. Voilà, mais c'est le cas dans toutes les guerres de toute façon. Hein. Quand la guerre dérive à un niveau comme celui-là, mondial, c'est compliqué. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à vous préparer, vous, sur cette base-là, un gros travail à faire sur soi, parce que quand les crises arrivent, ben, il vaut mieux être calé, hein, que ce soit physiquement, mentalement et spirituellement. Eh bien sur ce, je vous dis à plus. Bon courage à tous, ciao.